Bonjour et bienvenue. Deuxième partie donc de ce débat organisé par Euronews et Europal TV pour parler maintenant de la crise de l'euro. Le président du Parlement européen est le chef des 4 principaux groupes parlementaires. Donc, Jerzy Buzek, président du Parlement européen, merci d'être là. Monsieur Verhofstadt, président du groupe des libéraux. Monsieur Schulz, président du groupe socialiste et démocrate. Monsieur Daul, président du groupe du Parti populaire européen. Et Monsieur Cohn-Bendit, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Donc, même système, c'est le public qui pose les questions. Donc, commençons par le premier groupe de questions. Voilà, je crois, c'est à droite. Gauche. Oui, bonjour. Michele Ciavarini-Azzi, président de la section belge de l'Union des fédéralistes européens, un mouvement œuvrant pour une Europe plus intégrée et politique fédérale. Voici ma question. Comment le Parlement européen envisage-t-il, et vous-même comme président des groupes politiques, envisagez-vous de soutenir et de promouvoir la création d'un gouvernement économique européen démocratique doté d'un véritable budget européen? Monsieur Verhofstadt, le gouvernement économique européen, c'est un peu un serpent de mer qui revient actuellement. Est-ce que concrètement, un jour, les Européens pourront arriver à le constituer ? Je pense que oui, c'est tout à fait nécessaire. Quand on a vu avec la crise grecque, ce n'est pas le système ou la méthode intergouvernementale qui peut trouver des solutions. Hein. On l'a vu, cette crise grecque, on l'a essayé de maîtriser avec le Conseil, qui est l'enceinte intergouvernementale, ça n'a pas marché. Avec des emprunts bilatéraux, ça n'a pas marché. Donc il faut un gouvernement économique. Mais un gouvernement économique, c'est quelque chose de différent de ce que certains entendent. Maintenant, on est en train de dire on va faire le gouvernement économique, c'est-à-dire que les chefs de gouvernement et les chefs d'État, ensemble, 4 fois par année, dans une réunion, vont gérer économiquement l'Union européenne. Ça, c'est impensable, c'est même impossible. C'est à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, aux instances communautaires de le faire. Parce que eux, ces instances, représentent l'intérêt européen. C'est pas, on n'a pas besoin d'un syndicat d'intérêts nationaux pour gérer l'Europe. On a besoin vraiment d'institutions communautaires. Et moi, je pense qu'il faut, à l'intérieur de la Commission, mettre ensemble tous ceux qui sont responsables pour les dossiers économiques et faire de ça la gouvernance ou le gouvernement économique pour l'Europe, et alors contrôlé démocratiquement par le Parlement européen, parce que nous sommes élus par le peuple européen. Martin Schulz, c'est quand même un grand pas d'avance. Ce ne serait plus l'Eurogroupe qui discute, puis le gouvernement rentre chez soi et il dispose. Maintenant, il y aurait quand même une coordination des politiques budgétaires, voire un jour fiscal. Ce serait un progrès. L'Union européenne, à partir de la mise en vigueur du traité de Lisbonne, a pris une très mauvaise direction. Il y a un comportement des chefs des États et gouvernements qui est peut-être un peu comme ça. Ce qui est Lisbonne, c'est décidé par nous. Et ça sous une sorte de directoire franco-allemande qui, au-delà, ne fonctionne plus. Ça, c'est catastrophique. Plus en plus, la Commission disparaît. Je me pose souvent la question, où est le président de la Commission combative contre ce développement que ce Herman Santer, qui s'appelle M. Van Rompuy, qui est là, qui représente finalement rien, mais qui est considéré comme le nouveau président de l'Europe? Ça ne va plus comme ça. Donc, je suis complètement pour une relance des institutions européennes sur la base d'une coopération approfondie entre Buzek, la Commission et le Parlement. Très bien. Monsieur Buzek, vous vouliez intervenir. Jak Państwo słyszycie, mamy mniej więcej ten sam pogląd w Parlamencie Europejskim na sprawę zarządzania większościowego, zarządzania na zasadzie wspólnotowej. To jest bardzo ważna zasada, której my mocno bronimy. Dopiero jak się wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych albo obserwuje się naszą Europę z Chin, gdzie byłem ostatnio, to widać, jak nam to jest potrzebne. Bo tylko jako cała Unia, jako 500 milionów obywateli się naprawdę liczymy w skali globalnej. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak bardzo im także zależy na tym, żebyśmy działali wspólnie, żebyśmy na przykład mieli silne euro. Im naprawdę na tym zależy. To było podstawowe pytanie. Jak my chcemy uratować? Co mówimy o przyszłości euro? Ja ich oczywiście zapewniałem, że nowe mechanizmy, które wprowadziliśmy, bronią euro na przyszłość, że to jest nadal silna waluta. Nawet ambasadorowie dwustronni, bilateralni, jest ich 27 w Pekinie,
oni także uważają, że powinniśmy mieć Europejską Służbę Działań Zewnętrznych razem, bo tylko wtedy się liczymy w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, na rynku światowym. A dzisiaj problemy, które mają nasi mieszkańcy, Europejczycy, dotyczą działań globalnych. One przychodzą do nas z zewnątrz. Problemy klimatu, energii, kryzysu. Wszystko jest na zewnątrz. Musimy być razem. Metoda wspólnotowa jest najważniejsza dla nas. Mais ce qui est le comble pour le moment, c'est que c'est le président américain Obama ou M. Geithner, le secrétaire des Finances dans le gouvernement américain, ou M. Strauss-Kahn, le chef du Fonds monétaire international, qui demande aux Européens de faire ce gouvernement économique. Donc, tandis que nos chefs de gouvernement et chefs d'État hésitent et disent non, on va faire ça nous-mêmes. Oui, mais et hésitent pour faire ce pas important qui est important parce qu'autrement on ne va jamais sortir de la crise, de cette stagnation économique dans laquelle on est. Il y a un problème. On l'a vu, la crise de l'euro et avec la Grèce et tout ça. Le déficit public de la Grèce est moindre que le déficit public de la Californie. Le problème, c'est que la Californie est en crise, personne ne remet en question que le budget fédéral va résoudre cette crise. C'est même pas discuté. Et ça, on n'a pas. Si on avait dit dès le départ, il est évident que l'Europe est responsable du soutien solidairement. On n'aurait pas eu une crise, mais on a dit, il y a eu une chef d'État qui a dit peut-être que la Grèce doit sortir de l'euro, peut-être. C'est le début c'est l'infantilisme en politique. Il est évident qu'aujourd'hui, et on ira vers plus de structures fédérales, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes solidaires dans le même bateau et nous allons sortir le bateau ensemble du cul-de-sac où il est. Mais il faut arrêter de prétendre que peut-être on pourra remettre en question. C'est ça qui nous a mis en crise, parce qu'on n'a pas une conception que l'Europe, c'est le seul moyen pour nous d'en sortir. Nous allons prendre 2 questions dans le public. Bien, Monsieur. allez-y. Oui, bonjour. Donc Jean-François Tamellini, syndicat Métal, Wallonie-Bruxelles, FGTB. J'ai une question concernant les pensions. 40% des avoirs des fonds de pension en Belgique se sont envolés, les économies des travailleurs, même tendance en Europe. Ma question, c'est donc de savoir si en Europe, on peut décemment continuer à favoriser des systèmes de pensions privées par capitalisation. Et à contrario, comment l'Europe peut-elle renforcer les pensions publiques ? En ce qui concerne la pension, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis vice-président d'un conseil des commissaires en allant du fonds de pension capitalisé collectivement des fonctionnaires hollandais. C'est le meilleur système qui existe. Oui, mais le problème, parce que ça garantit une pension plus tard qui est beaucoup plus élevée que dans le système de répartition. Et c'est pour tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires en Hollande sont très contents de ça. Ils reçoivent à la fin plus que 60% de leur dernier salaire, ce qui n'est pas le cas dans le système de répartition. Donc moi, je suis plutôt pour un système de capitalisation collective. Ça veut dire une obligation de capitaliser. Ça donne des meilleures pensions que le système de répartition dans beaucoup de pays. Son problème, quand même, il n'est pas faux ce qu'il a dit, c'est que la moitié des retraites des fonds de pension américains, par exemple, pour les enseignants américains, ils ont perdu la moitié de leur retraite. Il ne faut pas le système américain. Non, moi, je défends le système c'est pour cela des que Pays-Bas. je dis qu'il n'a pas... Il a eu raison quand il a dit qu'il y a aujourd'hui, et ça dépend de la régulation, que de toute façon, il faudra revoir que même si l'État, parce que l'État aussi ne peut pas garantir, pour je dire, vu les déficits budgétaires. Je veux dire, non, il faut compliquer. Moi je dis je crois qu'il faut revoir tout le débat sur les retraites, surtout à long terme. Je crois que c'est pas en 3 mois, c'est pour ça que je suis contre ce que fait le gouvernement français, tout ça, Monsieur parce Schulz, que c'est un problème très compliqué. Mais je Monsieur crois Schulz, que allez-y. là où tu as raison, en tout cas, c'est que s'il y a un fonds capitalisé, il faut qu'il soit régulé, qu'il ne puisse pas jouer au loto comme ils l'ont fait aujourd'hui et perdu la moitié. Parce qu'on pourrait faire ça, des obligataires, par exemple, par la banque, garantie par la Banque européenne, tu aurais d'autres possibilités. Mais ça nécessite une régulation, là tu as raison. Simplement une réponse. Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de faire si on avait écouté dans son temps Juppé. Monsieur Schulz. Je ne partage pas l'opinion de Guy Verhofstadt. Danny Cohn-Bendit a fait référence à un truc qui est important à garder dans les mémoires. Un fonds de pension des professeurs des instituteurs de la Californie, par ailleurs, a spéculé, ils sont en faillite, il y a toute une génération des gens qui ont travaillé une trentaine, quarantaine des années, qui sont
pauvres, des pauvres dans l'âge de retraite. La plupart des salariés sur le monde a besoin d'un système de la solidarité mutuelle. C'est collectif. C'est ce qu'il faut être la base avec des garanties. Parce que ceux qui touchent 2 000 euros bruts par mois et qui auront en retraite ou une pension de 10 ans au maximum 12 200 euros par mois, doit avoir la garantie par l'État qu'ils ne tombent pas par des spéculateurs à l'âge de retraite dans la pauvreté. Et il faut que les États membres de l'Union européenne, pas l'Union européenne parce que nous n'avons pas la compétence et pas le droit, les États membres doivent garantir ça à leurs salariés. Donc un système public des retraites et des pensions est indispensable pour garantir la cohésion sociale en Europe. Tous nos pensionnés vont devenir des pauvres avec ces systèmes. Vous allez voir. Monsieur Bouzek, êtes-vous d'accord avec la proposition de Martin Schulz? Prenez en Belgique, une pension en Belgique, c'est moins de la moitié du dernier salaire. Oui, et ça devient de plus en plus limité dans un système de répartition. Tout revenu, non, Guy, c'est pas idiot. Écoute une seconde. Tout revenu en Suisse, tout revenu, pas seulement les salaires, tout revenu de l'immobilier, tout, et rentre dans un fonds de pension. Un fonds de pension collectif. Et attends une seconde. Et puis, il y a une retraite minima et une retraite maxima. Tu ne peux pas, même si tu as cotisé et que tu ne devrais avoir que 600, la retraite minima c'est 900 francs suisses, je crois, ou 1000, je ne sais pas. Tu as les 900. Tu as les 900 ou 1000 et tu as une retraite maxima. Au-delà, c'est des fonds de pension, c'est des retraites capitalisées. Minima, c'est ça qu'il faut débattre. On n'entend pas si vous parlez tous ensemble, s'il vous plaît. Monsieur Buzek, vous voulez dire une chose Na rapidement, pewno s'il vous w plaît. czasie tej dyskusji nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, bo mamy za mało czasu. W każdym państwie europejskim jest inny system, wiemy o tym doskonale. Ja w moim kraju byłem 10 lat temu odpowiedzialny za reformę systemu emerytalnego i wprowadziliśmy 3 filary. Jeden filar to była kapitalizacja składek, drugi filar to był filar ogólny, społeczny i trzeci filar to jest filar dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, który wszelako nie może naruszać 2 pierwszych filarów. Jeśli ktoś uczestniczy w ubezpieczeniach prywatnych, nie może rezygnować z 2 pierwszych filarów. W ten sposób stworzyliśmy system kombinowany. On działa. 10 lat temu system emerytalny w moim kraju był bliski załamania. On działa przez następne 10 lat bezpiecznie, ale zgadzam się, że trzeba go przejrzeć. Trzeba się przyjrzeć, czy nie można go usprawnić, czy nie ma lepszych doświadczeń. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że ten system taki kombinowany działa dobrze, bo on zapewnia solidarność społeczną, a równocześnie uwzględnia kapitalizację składek poszczególnych osób. I to jest takie dobre dodanie 2 systemów. Très bien. On va oublier le sujet des retraites pour prendre les dernières questions dans le public. Donc allez-y, c'est la dernière occasion pour vous. Bonjour messieurs, Florence Rançon, Fédération bancaire européenne. On a commencé justement à soulever le débat. Concrètement, qu'est-ce que vous envisageriez comme mesure au niveau supranational pour pallier aux divergences dont on a parlé en matière fiscale au sein de la zone euro, voire au sein de l'Union? Merci. Et encore une question. Madame, à gauche. Bonjour, je m'appelle Angélique. Je suis en train de finir mes études Sciences Po et de l'Union européenne et je cherche du travail. À côté de ça, je suis la présidente des Jeunes européens fédéralistes de la Belgique et du comité de jeunes du mouvement européen Belgique. L'une des solutions pour rétablir le lien social entre ceux qui profitent des avantages de l'Union européenne et ceux qui en sont les laissés pour compte n'est-elle pas d'imposer une taxe sur les transactions financières, taxe qui à la fois limiterait la spéculation financière et permettrait de mettre en œuvre des projets qui soient au service de tous, comme l'innovation, l'énergie verte et durable, l'éducation, etc. Alors, Daniel Cohn-Bendit, dernier tour. Moi, je voudrais à ces deux simplement dames. dire qu'elle a tout à fait raison, hein, et que ce pas seulement sur les transactions financières, une taxe kérosine, par exemple, sur les avions, c'est le seul moyen de transport qui n'est pas taxé, c'est inconcevable, on ne comprend pas. On peut donner d'autres exemples. Moi, je veux dire que sur la proposition supranationale, il faut qu'on aille vers une fiscalité et une convergence fiscale. On n'y arrivera pas du jour au lendemain parce que la compétition fiscale, c'est quelque chose. Deuxièmement, mais là je vous dis rapidement,
si on veut vraiment faire des économies, moi j'ai une idée. On fait une armée européenne, 350 000 soldats, et on abandonne toutes les armées nationales. Vous calculez les économies qu'on fait, on a plus d'1 million et je ne sais pas combien de soldats en Europe. L'efficacité, c'est 1/10 de l'efficacité des Américains qui n'ont que 350 000. On dépense de l'argent, on ne sait pas pourquoi. Faites une armée professionnelle européenne et avec un armement européen, vous faites d'énormes économies et vous investissez ça dans la transformation écologique. Une armée européenne ou une taxe sur les transactions financières? Les deux. C'est pas l'un contre l'autre. Allez-y, monsieur Schulz. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on y arrivera, l'armée européenne. Mais c'est une idée. À discuter. Concrètement, pour le moment, taxe financière, oui, mais il faut constater, c'est difficile, peut-être encore plus difficile que créer une armée européenne, parce que les États membres ne sont pas prêts d'abandonner de leur perspective, de leur perception que la politique fiscale représente, comme aucune autre politique, la souveraineté nationale. Et il faut qu'ils comprennent qu'avec cette chimère, ils font un grand dommage au financement public dans leurs propres États membres et dans l'Union européenne. Donc, taxation européenne, taxe des transactions financières, il faut qu'on arrive le plus vite que possible là. Et je fais un appel, surtout à Merkel et Sarkozy, s'ils sont le duo vedette dans l'Union européenne, il faut qu'ils se dépêchent. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Non, moi je crois que sur le financier, madame, au niveau des banques, moi je prends toujours un exemple. Quand dans une banque, les Game Boyers du 3e n'étaient plus contrôlés par la direction au 12e, c'est là on a eu, au niveau du monde, c'est là où on a eu le crash financier. Société Générale sur Terre. Donc c'est là où il faut mettre des contrôles et qu'il faut prendre des mesures, une taxe, et c'est là qu'il faut contrôler, et surtout contrôler les produits qui nous ont envoyés dans cette crise financière profonde. En ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, moi je suis en faveur à deux conditions. C'est d'abord qu'il y a que c'est au niveau international, au moins au niveau européen. On va alors quand même le décider ensemble, on ne va pas le faire pays par pays. Et espérons qu'au G20 maintenant, il y a un accord, parce qu'il y a encore de réticence, par exemple, du Canada pour l'introduire. Il y a une présidence européenne, la France préside les G20. Et donc il faut utiliser cela pour le réaliser. Mais il y a une deuxième chose, c'est que ça doit être un système intelligent. Il faut le donc appeler intelligent. Il ne faut pas une taxation sur les transactions financières qui fait de sorte que les banques deviennent imprudentes et qui se disent « Ah, nous avons payé notre taxe, donc on est assuré contre la malgouvernance de nos affaires. » Et l'État va intervenir si la banque fait faillite. Ça, il faut donc un système qui est vraiment intelligent pour qu'il n'y ait pas un effet pervers de cette taxe qui fait que les banques font n'importe quoi. Ils deviennent imprudents. Et on peut-être l'utiliser, le produit de cette taxe, pour nettoyer nos banques en Europe. Parce que le problème n'est pas résolu pour le moment. Alors, M. Buzek, pour conclure, pour répondre à M. Verhofstadt, comment responsabiliser les banques pour éviter Zgadzam się z tym, co powiedział przed chwilą pan przewodniczący Verhofstadt i pozostali panowie podobnie w tym samym duchu, ale proszę pamiętać o zastrzeżeniach traktatowych, które są związane ze wspólnotową polityką fiskalną i to musimy zawsze brać pod uwagę. Natomiast na pewno należy na ten temat rozmawiać, pokazywać sobie systemy fiskalne, dyskutować na ten temat, to jest oczywiste. Ale chciałem jeszcze wrócić do pytań, które były wcześniej, które były bardzo ważne, dotyczące przyszłego naszego rozwoju w oparciu o politykę proekologiczną. To naprawdę jest wielka szansa dla Unii. Skoro postawiliśmy na działalność taką właśnie dla ochrony klimatu, dla ograniczenia emisji, zróbmy z tego prawdziwe źródło rozwoju Unii na następne dziesięciolecia. To jest możliwe. Prędzej czy później dojdzie do tego na całym świecie. Jesteśmy o tym przekonani. I uważam, że to jest jedna z dobrych dróg na ożywienie gospodarcze Unii Europejskiej. Natomiast co do propozycji fiskalnych, to oczywiście jesteśmy zgodni. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de notre programme. Merci à tous pour votre participation à ce débat co-organisé par Europe News et Europal TV. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.